Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Rien que le nom d'Alexandrie fait rêver. Alexandrie, en l'an 400 de notre ère, ville portuaire, effervescente. On n'est pas loin de l'embouchure du Nil, hein. Imaginez tous ces commerçants qui arrivent de tout le monde antique. C'est le comptoir du monde. C'est comme ça que définit Alexandrie, comme ça que la définit Strabon. Vous savez, le grand géographe Strabon qui nous permet de connaître un peu mieux le monde antique. Elle est à l'époque sous domination romaine. L'empereur Arcadius règne sur la partie orientale de l'Empire romain qui a été divisé en deux. Vous savez, son frère règne sur l'Occident. Mais l'Empire est attaqué de toutes parts aux frontières. On est à la fin de l'Empire romain d'Occident. C'est le début de cet extraordinaire millénaire qui va être celui de l'Empire byzantin. Alexandrie n'est pas menacée. Elle est la deuxième capitale de l'Empire après Athènes, capitale intellectuelle, devrais-je dire. Athènes, c'est vraiment le creuset de toute la philosophie, de toute la pensée gréco-latine. Et puis, il y a cette deuxième capitale qui s'impose peu à peu, Alexandrie. Au cœur du quartier royal, une institution, le muséum, le mouseion en grec, temple des muses, n'est-ce pas? Ce muséum est vieux de 700 ans, c'est à la fois une école, une bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, riche de milliers de volumes. Elle va être détruite. Alors, elle a d'abord été détruite par un séisme, elle a été saccagée une autre fois, elle sera brûlée plus tard. Ce jour-là, dans un petit amphithéâtre rempli d'hommes, apparaît une belle jeune femme, brune, les traits fins. Elle porte la toge des philosophes, c'est assez étonnant, le chiton. Elle s'appelle Hypatie. Et elle prend place au centre de l'amphithéâtre. Elle s'apprête à enseigner aux jeunes élèves cette philosophie, une femme qui enseigne à des hommes. Vous imaginez, c'est une première dans l'histoire de l'école d'Alexandrie qui n'est pas très ouverte aux nouveautés. L'historien Damasios rapportera un siècle plus tard: il ne semblait indécent à personne de la voir au milieu des hommes. Tous étaient en admiration devant elle. Quiconque avait la passion de la philosophie venait à elle. Les élèves étaient séduits par son honnêteté et le sérieux qu'elle montrait dans ses discours. Cette autorité, elle la tient d'abord de sa grande culture, mais aussi d'une intelligence évidente, éclatante. Elle la tient aussi, disons-le, de son père. Son père, c'est Théon d'Alexandrie, grand mathématicien, astrologue, astronome, philosophe, bien sûr, car on était tout ça à la fois à l'époque. Il a été le directeur de cette école d'excellence. Il a instruit sa fille, Hypatie, qui a pris goût à toutes les disciplines. Socrate, le scolastique, rien à voir avec l'autre Socrate, c'est un contemporain d'Hypatie. Voici ce qu'il dit: elle est parvenue à une telle érudition, excellente en tant de discipline, surpassant non seulement ceux de son temps, mais encore ceux qui l'avaient précédée depuis longtemps. Elle était à même de faire connaître les sciences à tous ceux qui le désiraient. Les élèves venaient souvent de fort loin pour l'entendre. Et quand on dit de fort loin, c'est d'Égypte, bien sûr, puisqu'on est à Alexandrie, mais aussi de Syrie, de Grèce, des chrétiens pour la plupart, puisque l'Empire est devenu chrétien, bien sûr, mais aussi ceux que les chrétiens appellent des païens et qui vénèrent les anciens dieux, grecs, romains, égyptiens, que sais-je. Et puis des juifs également. Dans le siècle précédent, Alexandrie jouissait d'une espèce de syncrétisme religieux et l'enseignement d'Hypatie aborde toutes les écoles de pensée, même si évidemment il s'inscrit clairement dans l'héritage de Platon, d'Aristote, du néo-platonicien Plotin, absolument essentiel à l'époque. C'est lui qui prône l'élévation spirituelle à travers le travail de l'intelligence, de la pensée, d'une intelligence et d'une pensée qui s'inscrivent dans le christianisme bien sûr, mais qui sont aussi capables de s'en abstraire. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est grâce aux lettres d'un de ses élèves, Synésios, qui était un admirateur, qu'on sait qu'Hypatie avait de l'influence dans les affaires de la cité. Voici ce que nous dit Synésios, qui est devenu évêque de Cyrène, aujourd'hui en Libye. Christian Marciano Jacob nous dit dans Hypatia, un phare dans la nuit, qui était paru aux éditions du Lys en 2008,
Dans ces échanges, Synésios revit les cours de son Hypatie devant des étudiants le plus souvent destinés à devenir des acteurs du destin de leur pays. Animés du désir de les métamorphoser en hommes dignes des plus hautes fonctions de l'État, elle les confronte avec élan, fougue, mais aussi avec attention, amitié, complicité et certainement avec humour aux grands noms de la philosophie grecque et à leur conception de la gestion de la cité. Hypatie exerce donc par cette maîtrise qu'elle possède de la philosophie et par la capacité pleine d'humour qu'elle a à la partager, elle exerce un pouvoir intellectuel et elle ne se contente pas d'enseigner, elle écrit aussi des manuels, elle perfectionne la construction de l'astrolabe, vous savez, cet appareil rond et plat sur lequel la voûte céleste est représentée, qui permet de se déplacer notamment sur les mers, qui permet de mesurer la place des étoiles dans le ciel, le mouvement, le temps. Elle sort aussi des murs de son école, on la voit habillée de l'imation, ce drap romain qui passe autour de la taille et des épaules, et c'est comme ça qu'elle se promène dans les rues d'Alexandrie, fourmillantes de monde le soir, quand la chaleur commence à se calmer un peu, parmi les clameurs des marchands, les jeux, les spectacles de plein air. Elle amorce une conversation avec des passants, elle se met à débattre avec certaines personnes un peu plus aguerries, et parfois elle se lance carrément en public comme ça dans une conférence improvisée sur une des places de la ville. Hypatie, vous l'aurez compris, dans un temps où ça n'est pas la norme. Hypatie est une femme libre. D'ailleurs, elle refuse de se marier. On dit qu'elle serait restée vierge toute sa vie. Elle a éconduit ses prétendants les uns après les autres. Alors, elle a eu toutes sortes de méthodes et de techniques pour essayer de les tenir un peu à distance, pour les apaiser, pour les hypnotiser, pour les distraire, notamment avec sa lyre, car j'ai oublié de vous dire qu'elle est également une excellente musicienne. On sait aussi qu'il lui est arrivé de montrer du sang pour les choquer. On peut dire que, par l'originalité de sa pensée, mais aussi et surtout par sa grande indépendance qui se manifeste dans un mode de vie très particulier, Hypatie d'Alexandrie a su se construire une sorte d'indépendance, ce qui pour une femme de l'époque est totalement nouveau. C'est, je vous le dis, une femme libre, et cette liberté, il va falloir maintenant qu'elle la défende, et qu'elle la défende dans un contexte politique extrêmement tendu, d'autant plus tendu que vous allez voir, la religion, bien sûr, vient s'en mêler. C'est qu'à Alexandrie, évidemment, ce IVe siècle, le christianisme a fait plus que s'étendre. Il est bien sûr la religion dominante. Et, disons-le, la religion conquérante. Le précédent empereur byzantin Théodose Ier l'a proclamée seule religion d'État. Les cultes païens des anciens dieux sont maintenant punis de mort, et une église s'est constituée qui est de plus en plus puissante et qui est en train de devenir maintenant le véritable pouvoir, avec un clergé conquérant qui ne fait pas grand cas du pouvoir civil. Alexandrie est en train de devenir une grande cité d'abord religieuse, avec un pouvoir bicéphale, le pouvoir civil qui est exercé par le préfet romain en reste, qui évidemment est un chrétien lui-même, converti au christianisme, c'est la religion de l'État, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Mais en plus de ce pouvoir civil déjà exercé par un préfet chrétien, il y a le pouvoir religieux qu'exerce l'évêque Théophile. 10 ans plus tôt, Théophile a carrément fait détruire les temples païens dans la cité. Il a fait incendier un certain nombre de dépôts de livres. Alors les livres, ce sont des volumes à l'époque, des rouleaux. Il a fait incendier tout ce qui était trop païen à ses yeux. Il a fait détruire un certain nombre de statues des anciens dieux païens. Il a même provoqué des pogroms, selon une pratique qui va se généraliser dans l'Empire byzantin. Cet évêque n'apprécie pas du tout le néoplatonisme qu'enseigne Hypatie, même si elle-même s'appuie sur Plotin, qui est un penseur et un philosophe chrétien incontestablement, mais il sent, cet évêque Théophile, qu'Hypatie est une agnostique, elle défend presque une forme de laïcité avant l'heure. Et évidemment,
elle devient la bête noire de cet évêque et d'une façon plus générale du pouvoir religieux qui est derrière lui. Alors c'est vrai qu'elle est une haute figure, que ses élèves l'admirent infiniment et que la capacité qu'elle a à captiver les foules, au hasard même de ses pérégrinations dans la cité, l'ont rendue quasiment inattaquable. Mais c'est à la limite parce qu'elle est devenue très populaire et parce qu'elle est devenue très respectée, parce qu'elle est une amie même du préfet Oreste, que l'évêque a du mal à la supporter. Pour l'instant, il ne peut pas faire autrement que de la laisser en paix. Elle est trop protégée d'une certaine manière, et elle est protégée non pas par sa liberté, mais par son intelligence même, Hypatie. Seulement voilà, le 15 octobre de l'an 412, voilà que l'évêque meurt. D'un coup, Théophile a trépassé sans qu'on s'y attende, et c'est son neveu qui va prendre, comme c'était souvent le cas à l'époque de ces premiers évêques, c'est son neveu Cyril qui va prendre le contrôle du diocèse. Il a 37 ans, le fameux Cyril, et il adopte d'emblée une ligne qui, par rapport à celle que défendait son oncle, est une ligne beaucoup plus dure. Le jeune évêque veut prouver qu'il a toutes les capacités à assurer son sacerdoce. Il écarte brutalement tous ceux qui, au sein de l'église d'Alexandrie, pourraient lui faire un peu d'ombre. Tous les courants dissidents, les novatiens notamment, qui ne reconnaissent pas le pardon, la confession, l'absolution. Vous savez qu'on est dans une église qui se cherche encore, bien entendu. Eh bien, il écarte tout ça, Cyril. Il va ordonner, comme le font souvent ces évêques qui veulent à l'époque asseoir un pouvoir tout neuf, il va ordonner la persécution des Juifs et fait fermer les synagogues. Il exproprie les Juifs, il les bannit. Il s'appuie pour cela sur une sorte de milice qu'on appelle les Parabalanis. Et ces Parabalanis, c'est un groupe de quelques centaines de moines, ils sont 500, 600. Leur mission au départ, c'était une mission qu'on pourrait qualifier de sanitaire. Il s'agissait d'aider, de transporter les malades, d'emmener les lépreux à l'extérieur de la ville, dans les léproseries et d'assurer leur alimentation. Tous ces gens-là étaient cooptés parmi les pauvres. Ce sont des gens qui ont trouvé dans la religion un secours, qui s'organisent, qui se soudent pour former une véritable confrérie, pour ne pas dire une milice dévouée à l'évêque Cyril, qui les emploie de plus en plus, disons-le, comme des hommes de main. Des hommes de main contre les Juifs, c'est une évidence. Des hommes de main, d'une façon plus générale, contre tous ceux qui non seulement sont païens avérés, mais pourraient être suspectés de paganisme. Vous me voyez venir. Bien sûr que le préfet Oreste est exaspéré par cette politique d'ostracisation et il essaie, dans la mesure du possible, de limiter le champ d'action de cette milice religieuse qui fait concurrence à sa propre police. Et ouvertement, on voit le préfet critiquer le despotisme de ce nouvel évêque, de l'évêque Cyril. Sauf que la population ne tergiverse pas longtemps et que Cyril va répliquer au préfet. Il incite ces Parabalanis et même il va leur ordonner de provoquer une véritable émeute avec partout des heurts qui éclatent. La paix civile n'est plus assurée. Le préfet Oreste intervient. Les Parabalanis se retournent contre lui et l'agressent. Les gardes du préfet prennent peur et s'enfuient. Et vous imaginez ce préfet maintenant qui se retrouve seul face à une immense milice de moines qui commence à le lyncher. On commence à le lapider, Et c'est la foule des braves gens d'Alexandrie qui va venir sauver le préfet en essayant de s'interposer. Alors, Oreste fait arrêter un des meneurs, il le fait exécuter. Il sait très bien qui est derrière l'attentat, évidemment. C'est l'évêque qui mène tout ça. Et vous avez bien compris que ce qui se passe maintenant, c'est une guerre civile à Alexandrie, une guerre entre le préfet et l'évêque par milice et par troupes interposées. À la demande d'un certain nombre de notables de la ville, Oreste tente de calmer quand même les choses, parce que tout ça commence à s'effectuer au détriment du commerce, des échanges. C'est une ville très commerçante, Alexandrie. Alors, Oreste essaie d'engager le dialogue avec Cyril. Il demande notamment à son ami Hypatie de devenir l'intermédiaire, de devenir une sorte d'intercesseur entre lui et l'évêque.
Sauf que Cyril n'entend pas négocier avec Hypatie. Et au contraire, il va lancer contre elle une véritable cabale. Il a toutes les raisons de vouloir l'écarter. D'abord, elle est l'alliée d'Oreste, évidemment, mais en plus, elle est agnostique et elle l'affiche, et elle est de plus en plus influente. Et pour Cyril, c'est un obstacle au pouvoir total qu'il entend bien assumer sur la cité. L'évêque commence par répandre des rumeurs selon lesquelles Hypatie serait une intrigante, une femme qui serait là uniquement pour manipuler le préfet. Sans elle, dit-il, Oreste serait resté dans les normes de la bienséance et cette philosophe complote contre l'Église. Et cette femme s'adonnerait à des pratiques sataniques. On connaît le genre de discours, hein. C'est l'évêque Jean de Niclou qui relatera toutes les calomnies dans ses chroniques, des chroniques qui sont datées de deux siècles plus tard, hein. En ces temps apparut une femme philosophe, une païenne nommée Hypatie, nous dit cet évêque Jean. Elle se consacrait à plein temps à la magie, aux astrolabes et aux instruments de musique, et elle ensorcela beaucoup de gens par ses dons sataniques. Et le gouverneur de la cité, donc le fameux préfet Oreste, honorait cette femme excessivement. En effet, elle l'avait ensorcelée par sa magie, et il cessa d'aller à l'église comme c'était avant son habitude. Bref, les rumeurs en question se répandent un peu partout et elles n'échappent pas à Hypatie, évidemment. Elles sont le signe d'un péril qui couve contre elle parce que Cyril, on l'a bien compris, ne reculera devant rien. Est-ce qu'elle devrait quitter la ville ? Non. Hypatie décide de rester à Alexandrie. Est-ce que c'est un déni de sa part ou une forme d'inconscience ou simplement de bravoure, de courage ? Est-ce qu'elle a décidé de ne rien décider ? En tout cas, elle va affronter sur place ses persécuteurs. Et en mars 415, alors qu'elle n'a pas quitté Alexandrie, l'évêque commence à passer à l'action. Il donne un ordre au lecteur Pierre, qui est son bras droit, qu'on en finisse avec cet hérétique. Et au cours de la fête du Carême, les moines soldats, les parabalanis, là, vont se lancer dans une véritable traque à travers la ville. Il s'agit maintenant de capturer Hypatie. Alors la suite des événements, comme souvent dans l'histoire antique, elle nous est relatée par plusieurs témoins et donc il y a plusieurs versions. Voici ce qu'écrit l'évêque Jean de Niclou justement. Une multitude de croyants s'assembla guidés par Pierre le magistrat, lequel était sous tous aspects un parfait croyant en Jésus-Christ. Et ils entreprirent de trouver cette femme païenne qui avait ensorcelé le peuple de la cité et le préfet par ses sortilèges. Et quand ils apprirent où elle était, ils la trouvèrent assise et l'ayant arrachée à son siège, ils la traînèrent jusqu'à la grande église appelée Césarion. On était dans les jours de jeûne et ils déchirèrent ses vêtements et la firent traîner derrière un char dans les rues de la ville jusqu'à ce qu'elle mourût et ils la transportèrent à un endroit nommé Cinaron où ils brûlèrent son corps et tous les gens autour du patriarche Cyril l'appelèrent le nouveau Théophile car il avait détruit les derniers restes d'idolâtrie dans la cité. Donc selon l'évêque Jean de Niclou, il s'agit en fait d'un moyen d'éradiquer un restant de croyances hérétiques. Seulement, Socrate le scolastique, dans son histoire ecclésiastique, on est donc 25 ans seulement après les faits, donc beaucoup plus près de ce qui s'est passé. Voici ce qu'il nous donne, lui, comme version, une version plus politique, vous allez voir. Les parabalanis, sous les ordres du lecteur nommé Pierre, ont attaqué Hypatie alors qu'elle rentrait chez elle. Ils l'ont traînée au sol jusqu'à une église voisine où ils l'ont déshabillée de force, puis l'ont tuée avec des ostracas. Les ostracas, c'est des vestiges de poterie. Ils ont ensuite découpé son corps en morceaux, puis ont traîné ses membres mutilés à travers la ville jusqu'à un endroit appelé Cinarion où ils ont mis le feu à ses restes. Pour Socrate, elle a donc été tuée par les parabalanis et tuée dans l'église. Elle a été une victime de jalousie politique, jalousie qui se jouait à cette époque, écrit le chroniqueur. Du fait de ses fréquents échanges avec Oreste, a été diffusée auprès du peuple chrétien la calomnie, selon laquelle elle tentait d'éviter la réconciliation entre Oreste et l'évêque. Et Socrate désigne donc la rivalité politique entre Oreste et Cyril et il condamne, en ajoutant doctement, de façon sûre, rien ne peut être plus éloigné de l'esprit du christianisme que la caution des massacres, des combats et des actions de cette nature. Franck Ferrand,
sur Radio Classique. On aura tendance à se ranger plutôt à cette dernière version, n'est-ce pas? Le meurtre de notre philosophe, qu'il ait été voulu comme exemple religieux ou qu'il ait été le simple effet d'une vengeance politique, a en tout cas provoqué une onde de choc dans l'Empire d'Orient. Oreste et le Conseil d'Alexandrie ont adressé un rapport au nouvel empereur Théodose II, le fils d'Arcadius, pour dénoncer la violence de l'évêque Cyril. Et l'empereur a demandé une enquête. Pour toute sanction, Cyril a perdu le contrôle de son principal outil d'action, les fameux moines, là, les parabaranis, désormais placés sous la responsabilité directe du préfet. Inutile de vous dire ce qu'on en a fait. 2 ans plus tard, Oreste vient à mourir cependant, et c'est à ce moment-là que Cyril va obtenir sa revanche. Non seulement il reprend la main sur les fameuses milices, mais en plus, il parvient à prendre le contrôle du Conseil d'Alexandrie. On peut dire que dans cette guerre, dans ce bras de fer un peu inégal que se livraient l'évêque et le préfet, c'est l'évêque qui a gagné. Désormais, il sera le seul maître. Il régnera sans partage sur Alexandrie, et ce pendant 3 longues décennies. Cyril d'Alexandrie sera reconnu comme un saint par les églises orthodoxes et catholiques, et il sera fêté en juin. Le pape Léon XIII le proclamera docteur de l'Église, et en 1882, il sera donc docteur de l'Église. En 2007, voici ce que disait le pape Benoît XVI. Cyril, encore jeune, fut élu évêque de l'influente église d'Alexandrie en 412, qu'il gouverna avec une grande énergie pendant 32 ans, visant toujours à en affirmer le primat dans tout l'Orient. Oui, pour ce qui est effectivement de l'influence de cet évêque, elle est incontestable, et pour ce qui est de sa grande énergie, nous ne contredirons pas le défunt pape Benoît XVI. Quelle injustice tout de même pour la pauvre Hypatie, victime de cet homme, de ce prélat, d'une ambition presque illimitée. Double injustice même, puisque tous ces écrits philosophiques ont été perdus. Et oui, il ne nous reste rien de ce qu'avait bien pu écrire. Il ne nous reste rien des thèses et des traités d'Hypatie d'Alexandrie. Pour Christiane Marciano Jacob, la peur d'une inquisition contre eux a vraisemblablement poussé ses étudiants et ses auditeurs à détruire définitivement tout ce qui la rattachait à elle et à fuir précipitamment Alexandrie. Cyril a éliminé Hypatie parce qu'il voyait en elle une adversaire, à moins que tout simplement il n'ait pas supporté qu'elle fût une femme admirée, une femme indépendante, une femme libre. Vous écoutez Radio Classique.